Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Bonjour. Apparemment, j'avais 3 secondes. J'aurais pu commencer à lire, n'est-ce pas? Mais bon, ce qui m'a demandé, annoncé avant le chef qui va finir le jeu à Lyon. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire 3 heures de 3 heures de bout, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup pour le vieux comme moi. Hein? Dans certaines situations, les coups sont faits en 2 heures, ce qui est recommandé, c'est si c'est en présentiel, c'est 1 heure 30. Si c'est en ligne, moins. Alors, comment ça se passe pour le coup? Ça va? Il dit non? Et qui est capable d'expliquer pourquoi il dit non? Ça se passe bien? Si on a aujourd'hui au l'examen, c'est bon pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous avez tout compris là? Alors, on va essayer de finir aujourd'hui avec ce chapitre-là et d'enchaîner avec le chapitre 2. Je pense que la dernière fois, j'étais en train d'expliquer un peu les contraintes. Les contraintes, c'est globalement les sujets de géomorphologie, les sujets que nous étudions en géomorphologie. C'est ça globalement les contraintes. La sécheresse climatique, j'avais parlé de l'érosion éolienne, l'érosion hydrique. La sécheresse climatique, c'est une problématique. L'érosion éolienne, c'est une problématique. L'érosion hydrique, c'est une problématique. La salinisation et l'acidification, c'est une problématique avec 2 sous-composantes. Et les étudiants qui travaillent sur les phénomènes de salinisation travaillent en même temps sur l'acidification. L'espacement ou l'absence de couverture végétale et les pressions anthropiques ne constituent pas en soi des problématiques, mais des facteurs explicatifs. Des problématiques que j'ai citées tout à l'heure. Alors, quand vous abordez la sécheresse climatique, ou l'érosion hydrique ou éolienne, la salinisation des terres, l'acidification des terres, l'érosion côtière, je parlais de l'érosion hydrique, mais l'érosion côtière, c'est une problématique cruciale. Le monde rural, c'est quoi? Qui dit le monde rural ici? Le monde rural, oui, la sécheresse climatique affecte les paysages ruraux. Le trait d'union qu'on continue avec le milieu rural, c'est quand nous essayons de comprendre comment les phénomènes physiques impactent les productions agricoles et les recompositions socio-spatiales des territoires. Donc la relation entre la géomorphologie et l'aménagement du territoire. Donc après avoir expliqué la notion de formation superficielle, identifier une typologie de formation superficielle, après avoir appris à les différencier, nous avons commencé par aborder la relation entre la formation superficielle ou une formation superficielle et le sol. Et nous avons clairement et en détail expliqué et discuté
sur la différence qu'on peut avoir entre un sédiment et un sol. Parce que ça, c'est compris par tout le monde. Si c'est le contraire, que quelqu'un lève la main. La dernière fois, avant de quitter cette salle, j'ai commencé par aborder les aspects qui s'affichent au tableau. Donc, après avoir analysé les éléments basiques, nous commençons par expliquer comment se matérialisent ces formations superficielles du point de vue de leur dynamique sur le terrain. C'est le terrain qui nous intéresse. N'oubliez pas que nous avons dit que la géomorphologie, c'est une branche de la géographie physique qui étudie, qui s'intéresse à la genèse des formes, c'est-à-dire leur naissance, leur évolution, c'est-à-dire leur dynamique actuelle. Et qui dit dynamique actuelle, dit évolution, dit les problématiques de l'heure, les problématiques du moment. Vous ne pouvez pas déconnecter votre vie quotidienne de la géomorphologie dynamique, puisque c'est des phénomènes que vous vivez chaque matin. Et comment est le temps ce matin? Les profanes vont dire comment est le climat. C'est un climat dévastateur. Le professeur Pierre Samou ne va pas accepter ça. Le professeur Cheikh Diop et le professeur Badiouliat, ils ne vont pas accepter qu'on leur dise ce matin que le climat a changé. Mais c'est plutôt le temps. Comment appelle-t-on ce qui se passe ce matin? Depuis hier nuit déjà, depuis hier soir, vers 16h comme ça. C'est le Ah, c'est ça qu'on vous a appris. C'est le Ok. Donc ce n'est plus bon. Quelle est la relation entre la géomorphologie et le Aujourd'hui, on a quel jour? Mercredi. Non, on voit ça. C'est quel jour? C'est quel jour du mois? Le combien? Le 4 décembre. Je peux poser une question à l'examen. Quelle est la relation entre la géomorphologie et entre guillemets le du 4 décembre 2020? Oui. Non, moi j'ai dit la relation avec la géomorphologie. Maintenant, c'est à vous d'aller chercher dans la géomorphologie quels sont les aspects qui sont en lien avec le climat d'abord. Après avoir défini les liens entre la géomorphologie et le climat, vous entrez dans le climat, vous dites quelle est la relation entre chaque paramètre du climat. Quelle est la relation entre la géomorphologie et chaque paramètre du climat? Les plus hors saison. Alors, évidemment, c'est des problématiques intéressantes. L'érosion éolienne. Actuellement, nous avons cette année en 2024 un échantillon de 93 étudiants en Master 1, parcours géomorphologie. Et je pense qu'il y en a autant pour les autres parcours en physique en humaine. Il y en a autant. Alors, et aussi dans les optionnels, la géomorphologie idéale du professeur Dr. Sow et les écosystèmes marins du Dr. Frey, ce sont les optionnels de géomorphologie. Alors, donc, c'est des problématiques qui sont abordées. Oui. La sécheresse climatique, l'érosion hydrique, pratiquement c'est un phénomène que nous étudions. L'érosion éolienne, et vous verrez que chaque problématique a un protocole spécifique. En master 1, il y a un cours spécifique qui porte sur la méthodologie de recherche en géomorphologie. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté ici. Espacement et ou absence de couverture végétale et les pressions anthropiques. Alors, et la question que vous avez posée, c'est quelle est la relation entre
l'absence de la végétation et les problématiques de géomorphologie. Cette question, je pense que l'avoir ébauchée ici. Alors, quand vous travaillez sur une problématique, la première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle l'analyse systémique, c'est-à-dire le diagnostic des facteurs. S'il y a sécheresse climatique, s'il y a érosion hydrique, s'il y a érosion côtière, s'il y a érosion éolienne, s'il y a salinisation et acidification des terres, c'est quoi? Quels sont les facteurs? Parce que la dynamique, en géomorphologie, la dynamique, c'est défini comme un ensemble d'actions. Donc c'est plusieurs facteurs agents qui interagissent pour produire les formes que nous étudions. Donc la première des choses, c'est d'étudier ce qu'on appelle le système morphogénique. Alors, si vous travaillez sur l'érosion éolienne, le premier travail, c'est de dire, je vais ressortir ce qu'on appelle le système global d'action éolienne. Je vais vous demander si vous êtes dans la zone des Niayes. La zone des Niayes, c'est où? Vous regardez. C'est le littoral. C'est le littoral, c'est quelle partie du littoral? C'est la région du Kenya. C'est la grande côte, le littoral? Non. Qui s'étire de Saint-Louis à Ayov. Oui, Ayov. Ici, certains vont s'arrêter à Kaya. Ils ne s'arrêtent pas à Kaya, parce que jusqu'à Ayov, ils sont toujours dans le littoral nord. Alors, quand on vous dit le système global d'action éolienne, c'est-à-dire que vous allez faire un schéma pour identifier l'ensemble des facteurs qui agissent, qui interagissent et qui sont responsables de la compétence de l'agent éolien. Alors, cette question, elle ne figure pas dans le cours en détail comme je l'ai dit, mais vous avez vu que dans cette partie du cours, on vous a parlé de l'érosion éolienne. Ça fait partie des formations superficielles parce que c'est des formations du quaternaire. Alors, les formations du littoral nord sont de quel âge? Ça c'est dit dans le cours. Chapitre 2. C'est dit clairement dans le cours. Le littoral nord, sénégalais. C'est des formations superficielles, oui ou non? Ce que je mets dans le cours, c'est des inputs. C'est-à-dire que c'est des éléments clés. On peut même dire des mots clés. Que je mets. Mais l'explication en détail de ça, ce n'est pas dans le cours. Ça doit venir de vous, à partir des explications. Parce que c'est ça qui justifie ma présence ici. Dès le premier jour, le responsable me dit oui, le cours. J'ai dit, mais si ce n'était que le cours, et que le cours est loin. Et puis on se retrouve à l'examen, et puis voilà. Mais la présence du prof, ce n'est pas de lire le cours. C'est de dire ce qui se trouve derrière le cours. Donc c'est ce qu'on appelle les explications. Expliciter le cours. Alors, prenons des cas pratiques. Parce que ces cas pratiques, vous les connaissez, vous êtes censé les connaître. Prenons, par rapport à la problématique de l'érosion éolienne, prenons la zone des Niayes. Je vous ai dit, vous m'avez dit que la zone des Niayes, c'est la grande. Si vous dites qu'il y a une grande côte, donc ça veut dire qu'il y a une côte. Et la première côte, c'est où? Hein? La première côte, elle se dit de où à où? Bandit de bandit. De Anna, diffère. Disons que ça varie un peu selon le zonage. Il y a des spécialistes qui distinguent la presqu'île du Cap-Vert et qui préfèrent commencer par Fisk, Toubab Dialaw, jusqu'à Joal. Alors, globalement, quand on dit la grande côte, c'est par opposition à la petite côte. Si on dit côte nord, c'est par opposition à la côte. La côte sud, c'est de où à où? Si on dit littoral nord, c'est par opposition au littoral
Sud. Alors, le littoral nord, la partie nord, la côte nord, c'est de Dakar à Saint-Louis. Le reste, c'est à partir de Dakar, mais c'est la corniche ouest. Vous continuez jusqu'à Cap Skirring. Et ça, c'est des formations superficielles, n'est-ce pas? Elles sont superficielles ou pas? Quelles sont les unités géomorphologiques qu'on retrouve dans ce secteur littoral? Première question. Quelles sont les unités géomorphologiques qu'on retrouve dans ce secteur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est l'âge de ces formations? Quel est l'âge donc de ces unités géomorphologiques? Quel est l'âge de ces unités géomorphologiques? Quels sont les types de sols? Et quelle est la dynamique actuelle? Type de sol. Personne n'a capté ce que j'ai dit? Non. Personne? J'ai dit, quelles sont les unités géomorphologiques que vous rencontrez? Hein? Quelles sont les unités géomorphologiques que vous rencontrez? Ne direz pas. Vous avez trouvé dans la tête? Ah, c'est bon. Donc après, vous allez prendre le micro. Quelles sont les unités géomorphologiques que vous rencontrez dans ce secteur littoral? Non. Quelles sont les unités géomorphologiques? Quels sont les types de sol? Par rapport à chaque unité géomorphologique, vous dites quel est le type de sol? Type de sol. Leur âge. On a défini les formations superficielles. Maintenant, il faut aller à la pratique. Pratique de terrain. Leur âge. Maintenant, une dernière question sur ça. Le système global, si vous prenez spécifiquement le cas de l'érosion éolienne. L'érosion éolienne. C'est quoi le système global d'action éolienne? S-G-A-E. Système global d'action éolienne. C'est quoi le système? Schématisé, schéma à l'appui. C'est-à-dire, vous dites quel facteur, tel facteur, vous mettez. Faites le schéma aligné des flèches. Le système global d'action éolienne. Le système global marin. Le système global marin, c'est quoi? Si vous mettez le vent de côté, vous dites, vous n'êtes plus dans l'érosion éolienne, vous êtes dans l'érosion côtière. Quel est le système de fonctionnement du système? Le fonctionnement du système éolien, c'est quoi? C'est ça le système global d'action éolienne. Le fonctionnement du système marin. Vous avez fait le cours de géographie externe. On a indiqué la zone côtière, n'est-ce pas? Vous avez fait dans ce cours de géographie externe, l'érosion éolienne, on est parti en détail avec les systèmes de dunes que vous avez, hein? Les systèmes de transport que vous avez, le système global d'action éolienne, vous pouvez comprendre. La seule chose qui change ici, c'est qu'on est en licence 3. Alors, on va sur une partie du Sénégal, on essaie de voir comment les formations superficielles se comportent. Alors, donc, le système marin, c'est quoi? Le fonctionnement du système marin, c'est quoi dans cette zone? Et quelle est la relation entre les deux systèmes dans la même zone? C'est combien de questions finalement? C'est combien de questions? Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce que j'ai dit? Quelqu'un peut me répéter ce que j'ai dit? Oui? 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 Le système global d'action. Oui? Oui. Le système marin, oui, mais je dis. Mais quelle est la relation entre les deux systèmes? Est-ce que le système éolien fonctionne de façon à part et le système marin fonctionne de façon à part? J'ai une question ici, vous voulez examiner. J'ai vous voulez examiner. Hein? Bon, on a du temps, on dit il faut faire pour stocker les janvier. On se paye le luxe cette année d'aller vraiment en détail dans les choses. Allez-y, vous avez combien de minutes pour faire 5 minutes, c'est bon? Vous continuez le cours et vous réfléchissez à la maison? Non. Et puis c'est fini, on n'en parle plus? Non. Vous voulez quoi? Corriger, allez-y. Travaillez, je vous donne donc 10 minutes. Après le reste, à
À part le deuxième chapitre, le reste, c'est des choses qu'on avait abordées, hein, la relation entre les musulmans. C'est des choses qu'on avait abordées. Répondez à ces questions rapidement. On en fait un petit débat de 10 à 15 minutes et on passe à autre chose. C'est des questions avec droit de concertation. Hein? Question avec droit de concertation. C'est bon?
Alors, donc on a pris l'exemple de la zone des Niayes avec le cas de l'érosion côtière et de l'érosion éolienne, n'est-ce pas? Si on prend le cas de l'érosion, on peut multiplier les cas, hein? On prend le cas de l'érosion hydrique. Ouais, l'érosion hydrique se manifeste où au Sénégal? Docteur Magué. Ça va? Alors, l'érosion hydrique se manifeste où? L'érosion hydrique est plus manifeste où au Sénégal? La problématique de l'érosion hydrique est plus accentuée, elle est plus visible, elle est observable dans quelle partie du secteur du Sénégal? Dans la zone du Ferro, oui, dans la zone du Ferro, il y a une problématique de ravènement. En Basse-Casamance aussi, il y a des problématiques de ravènement. Dans la zone de Nioro, il y a une problématique de ravènement. Dans la zone du Nani-Chaperon, du Bao-Boron. Vous voyez où? Actuellement, on a deux doctorants qui travaillent sur cette problématique dans le département du Nord. Et également dans la zone nord du Sénégal, dans le bassin versant de Ouroussoui, dans le bassin versant de Bogo, et également sur les rives du lac de Guerre. Ça, c'est la thèse de Dr. Daounia. Oui. Donc, on prend l'exemple de l'érosion hydrique. On peut dresser le système global de l'érosion hydrique. Ça peut être une bonne question. Vous prenez l'exemple de la salinisation. On peut dresser le système global de la salinisation des terres. Vous prenez le cas, la région de Fatick, par exemple, en Basse-Casamance, dans la zone de Djouloulou, la zone de Bignona, dans la zone de Témouri, vous voyez, il y a des problématiques qui sont très présentes partout. Alors, dans le delta du fleuve Sénégal également, il y a des phénomènes de salinisation, mais c'est moins compliqué au centre et au sud. Alors, ici, on a voulu s'arrêter pour parler de la zone des Niayes. On va donc traiter ces questions-là. La zone des Niayes. D'abord, c'est quoi la zone des Niayes? Parce que je disais, la première question, c'est quelles sont les unités géomorphologiques rencontrées au niveau du littoral nord. Le littoral nord correspond à ce qu'on appelle géomorphologiquement la zone des Niayes. Niayes s'écrit comment? N-I-A-Y-E. Les Niayes. Qui désignent quoi? Étymologiquement, les Niayes désignent quoi? La Niaye. Ou les Niayes. Ça renvoie à quoi? Googlez. Hein? Qui est en train de googler? Toi, Michel. Après, tu me donnes le résultat. La zone des Niayes. La Niaye, c'est quoi? Étymologiquement, la Niaye renvoie à quoi? Qui a trouvé? Renvoie à? Oui, derrière? Oui? Faut pas répondre. Elle renvoie à quoi? Qui a trouvé? Monsieur, tu as mis ton téléphone, l'homme avec les casques là. Tiens, tu es sur ça? Tu es en train de googler. Qui a googlé? Niaïs. Qui a googlé? Les Niayes, point. Nous, quand on est avec les mains, notre propre géomorpho, la donné le sujet, les Niayes, point. Les Niayes, point. Nous, on vous demande les Niayes, il y a des choses ici, avec des gagnants. Ce sont des zones côtières. Situées au nord de Dakar. Connues pour leur fertilité et leur importance agricole. Oui, c'est la définition pour le Wikipédia. Wikipédia, c'est pas un bon mot. Mais disons, un bon géographe, que la zone des Niayes, étymologiquement, le terme Niayes, la zone des Niayes, le terme Niayes renvoie à cette zone
du littoral qui s'étire de Dakar qui s'étire de Saint-Louis jusqu'à pratiquement, disons, à Kayar. C'est une zone de prédilection. C'est une zone de prédilection d'activité maraîchère. Les légumes viennent de la zone de Lompul-Mor, Kayar. C'est la zone de production des tomates, des choux, des carottes, des navets quand vous allez à Diogo. Quand vous allez à Diogo, vous voyez. Alors, donc, mais pour nous, géomorphologues, le terme Niaï en tant que tel signifie les dépressions interdunaires. C'est des dépressions. Ce n'est pas le littoral comme ça, pour nous. Les Niaï correspondent réellement aux dépressions interdunaires qui séparent les dunes jaunes semi-fixées et le système des dunes rouges, qu'on appelle les dunes ogoliennes. Tout à l'heure, on va parler de l'ogolienne. Ça, les Niaï. Donc, il ne s'agit pas de dire que chaque dépression correspond à une Niaï en géomorphologie. N'importe quelle dépression ou cuvette ne correspond pas à une Niaï. Vous rencontrez un marécage et vous dites une dépression avec un écoulement permanent ou un écoulement temporaire, vous dites que ça c'est une Niaï. Non, c'est pas ça. Chez nous, les Niaï, c'est les systèmes de dunes, c'est les dépressions, autrement dit les couloirs interdunaires qui séparent les dunes jaunes semi-fixées. On verra tout à l'heure ce qu'on entend par dunes jaunes semi-fixées parce qu'on va parler des épisodes morphoclimatiques qui ont présidé à la naissance des formations superficielles du Sénégal septentrional. Et on va voir que c'est la petite phase sèche qui a favorisé la naissance des dunes remaniées ou des dunes jaunes fixées ou semi-fixées. Donc c'est les couloirs interdunaires qui séparent les systèmes de dunes jaunes semi-fixées et les systèmes de dunes rouges ogoliennes. Alors la question c'est quelles sont les unités géomorphologiques du littoral? Les unités géomorphologiques du littoral, qu'est-ce qu'on entend par unité géomorphologique? Parce que pour définir, ou pour bien expliquer, il faut comprendre le sens des mots. La première des choses, un étudiant, s'il veut avoir une bonne note, il doit d'abord expliquer le sens des mots. Vous m'avez demandé, donc vous avez demandé, la question c'est, quelles sont les unités géomorphologiques? Commençons d'abord par dire ce qu'on entend par unité géomorphologique. Ah, ça c'est déjà intéressant. C'est quoi une unité géomorphologique? C'est une formation. C'est une forme. Disons une formation. Caractéristique. C'est une formation pour laquelle on peut définir les caractéristiques lithologiques, les caractéristiques théologiques. Voyez, et les caractéristiques paléontologiques. Alors, si on prend le littoral de Dakar à Saint-Louis, qu'est-ce qu'on retrouve comme individu? Comme individu. Ici, c'est individu, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas les habitants. Comme individu géomorphologique. L'angèle bi gis le sable, c'est le sable. Le sable. Alors, le sable, le sable ici n'est pas une unité géomorphologique. N'est pas une unité géomorphologique. C'est une simple formation superficielle. Alors, mais quand même, essayons de partir de votre réponse. Si on prend votre réponse au sérieux, on dit qu'il y a du sable. Mais quel type de sable? Et si vous trouvez la réponse, vous allez trouver la question sur les unités géomorphologiques. Quel type de sable? Hein? Disons que c'est des dunes qui sont séparées par des dépressions. J'ai parlé tout à l'heure des dépressions qui séparent les dunes jaunes et les dunes rouges. La question est, est-ce qu'il existe d'autres dépressions en dehors de ces niais typiques? Au niveau du littoral, oui. Oui. À l'intérieur des dunes blanches. J'ai parlé de dunes rouges ici, n'est-ce pas? Oui. J'ai parlé de dunes jaunes. J'ai parlé maintenant, je viens de parler maintenant au niveau des dunes blanches. Donc je suis en train de dire les unités. J'ai parlé de Niaï, n'est-ce pas?
les Ndiouk, les Ndioukis. Ndioukis s'écrit N-D-I-O-U-K-I-S, les Ndioukis. Ndiouk. Comme Ndiouk, si vous voulez écrire Ndiouk, à partir de ça, vous allez écrire Ndioukis. Les Ndioukis, ça vient de quel mot? Ça vient du mot wolof. Ndioukis. Ndioukis, voilà, c'est le terme Ndioukis en wolof, vous dites pas Ndioukis. Le wolof a disparu du Sénégal. Maintenant, nous sommes maintenant ce qu'on appelle des wolofisés. Nous sommes des wolofisés, nous ne sommes pas des wolofs maintenant. Parce que les vrais wolofs là, on ne les retrouve plus. Parce que dans les wolofs, dans la terminologie, dans le vocabulaire actuel des étudiants, disons des jeunes générations, on retrouve du tout. C'est du melting pot. Maintenant, on peut mettre des wolofs, on peut mettre des A, des B, des faire, on met du tout. C'est du français, c'est du n'importe quoi, on mélange tout. Mais quand on dit Ndioukis veut dire, puis, puiser. Dans les Ndioukis, veut dire puiser. Maintenant, dans ce puiser-là, essayez de comprendre un bon géographe, ça renvoie à quoi? On puise quoi? De l'eau. L'eau vient d'où? Et elle est où? C'est l'eau de pluie, c'est l'eau des mers, c'est l'eau des lacs, c'est l'eau des rivières, c'est l'océan, c'est quoi? C'est l'eau de la nappe. Et la nappe ici, quand on dit Ndioukis, cela veut dire qu'on puise. On n'a pas besoin d'installer un forage, par exemple, pour faire sortir l'eau, alors qu'on pratique du maraîchage. Cela veut dire que la nappe n'est pas profonde, elle est subaffleurante. Elle est subaffleurante. Dans certains secteurs, elle est à 5 mètres. Et dans certains secteurs, même, on peut la voir à 3 mètres. Mais aujourd'hui, s'il y a un étudiant qui travaille sur cette zone-là, on lui dit, mais quelles sont les contraintes dans cette zone? Il nous dit, je suis dans cette zone, les paysans nous ont dit que maintenant la nappe devient de plus en plus profonde. C'est ce qu'on appelle le rabattement de la nappe. Mais quel est le facteur qui l'explique? On est en train d'expliquer le système finalement. Quel est le facteur qui l'explique? Le rabattement de la nappe de 3 mètres au lieu de 5 mètres, 6 mètres. Il y avait assez d'eau, il y a moins d'eau maintenant. L'eau était de bonne qualité, une eau d'irrigation de bonne qualité. Maintenant, l'eau est salinisée, c'est la démonstration de la thèse de Marseille. Dans les Niayes de Galpou, Riposte, Koulou, le secteur de Dombon, Dijon, tout ça, c'est des. Dans le Bengelé, nous, ce qu'on appelle le Bengelé, c'est la partie sud de Saint-Louis, la zone des Niayes qui se tire entre Dijon, Buntoundour, et vous progressez un peu jusqu'à ce qu'on appelle la zone de Pont-Léon. Jusqu'à Tarekanda. Tout ça, c'est un secteur maraîcher, très productif, mais aujourd'hui, ces gens qui étaient en train de produire sont devenus des consommateurs. Le matin, ces gens se levaient, allaient au champ, ils prenaient les légumes pour consommer et le surplus, on transportait dans les marchés urbains, que ce soit à Louga, à Porto, à Saint-Louis pour vendre, pour compléter les dépenses, la dépense de la famille. Aujourd'hui, ces gens se réveillent, ils vont à Saint-Louis pour chercher les légumes pour manger. Vous avez vu la profondeur de l'évolution des dynamiques dont on parle. Alors, donc restons sur la première question qui concernait un peu les unités géomorphologiques. Donc, j'ai dit les bulles. Ce que je suis en train de dire ici, si vous finissez par comprendre ce que je suis en train de dire, on n'aura pas besoin de projeter le chapitre 2. Parce que le chapitre 2 porte sur ça en réalité. Vous avez, j'ai parlé ici de bulles jaune, de bulles rouge, de bulles blanche. J'ai parlé de. Il y a combien d'unités? 3. J'ai parlé de quoi? De Ndioukis. Ça fait 4. Et j'ai parlé de quoi d'autre? Il y a un mot que vous avez oublié? Sincèrement, vous êtes capable d'oublier ça tout de suite? Hein? Le mot? J'ai entendu un petit mot là. Répétez ce que vous avez dit. Vous avez dit les bulles rouges, les bulles blanches, les bulles jaunes, les Ndioukis. Ça fait 4. Et cinquièmement, les Niayes. Les Niayes. Ça, c'est le système binaire. Attention, c'est le système binaire.
dunaire. C'est 5. 5, c'est le système dunaire. Je n'ai pas dit que l'ensemble des unités géomorphologiques sont 5. J'ai dit le système dunaire. Donc, dans les unités géomorphologiques, on a ce qu'on appelle le système dunaire. Dans le système dunaire, on a 5 unités géomorphologiques principales. 5 formations superficielles. On a les dunes rouges togoliennes, les dunes jaunes fixées ou semi-fixées, les dunes blanches ou dunes vives littorales, les Niayes et les Ndoukis. Ça, c'est l'objet de la thèse de Marley. C'est ça. Caractériser, c'est aller sur le terrain, faire des mesures, plusieurs saisons, etc. pour nous dire comment ça se passe. Donc, lui, il n'a pas fait l'érosion éolienne. Ça, c'est la thèse de Papiao. Donc, il sera soutenu le 30 décembre, là. Mais Papiao étudie l'action éolienne entre Bodou et Kaya. Donc, il est pratiquement sur toute la base du littoral. Traverse-Boro, le Poul, Diogo, etc. Alors, ça c'est le système dunaire. En dehors du système dunaire, est-ce qu'il y a un autre système? Il y a ce qu'on appelle le système des lacs. Les lacs littoraux. Les lacs littoraux. Il y a le système des lacs. Les lacs littoraux. Les lacs littoraux. Alors, on va expliquer après tout à l'heure dans le chapitre 2 quand on va parler de l'isolement des golfes. Les lacs littoraux. Les lacs littoraux. Les lacs littoraux. Vous avez entendu parler du lac Tanma. Tanma. Le lac Red ou le marigot de Bas. C'est l'actuel lac Rose. Lac Rose, le lac Red. Le lac Louis. Le lac Mbobessé. Il y a un chapelet de lacs. Le littoral nord, c'est un chapelet de lacs. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces lacs sont fonctionnels? Non. Ou pas? J'ai posé la question l'année dernière à vos camarades qui sont passés. Expliquez pourquoi. Que justifie l'absence de témoins par rapport à l'épisode lagunaire? L'absence de témoins. Pourquoi ces lacs ont disparu? Ces lacs aujourd'hui, pour en avoir les témoins, vous avez le Salman, vous avez le lac Renpa, mais les autres lacs sont des lacs aussi. Comme vous allez dans le journal, on parle de vallées fossiles, c'est des. Mais maintenant, ça fait partie des unités géomorphologiques. Les unités géomorphologiques, les lacs littoraux. Alors, après les lacs, on a d'autres unités géomorphologiques qu'on appelle les SEPCHA. SEPCHA. S-E, comme vous l'entendez, SEPB. SEPCHA, avec H-K-H-A-S, les SEPCHA. Les SEPCHA. En première année de géographie, on vous a enseigné ce qu'on appelle les NEP. Les NEPCA. Mais puis on parle de SEPCHA. NEPCA, c'est dans le système dunaire. NEPCA fait partie du système dunaire. Et je vais vous dire où se trouvent les NEPCA. Les NEPCA, vous les trouvez dans le système de l'une branche. C'est ça les NEPCA. Mais ici, j'ai dit SEPCHA. On va dire tout à l'heure ce qu'on entend par SEPCHA. SEPCHA. Donc, ce sont des unités géomorphologiques qui font partie d'un grand ensemble du Sénégal mauritanien qu'on appelle les Aftout Est-Saheli. Les Aftout. A-F-T-O-U-T. Aftout. Alors, c'est ça les SEPCHA. Les SEPCHA. Donc, ils sont ce qu'on appelle des golfs. On les appelle aussi des golfs. Les golfs noixotiens. Et quand vous allez aujourd'hui dans certains secteurs du littoral nord, la présence de ces SEPCHA se matérialise par l'exploitation du sel. Les gagnols exploitent les sels à partir des SEPCHA. Quand vous voyez les SEPCHA ne sont pas des lacs littoraux. C'est des anciens lacs qui ont évolué, mais c'est des périodes qui remontent à l'épisode golfe, c'est-à-dire qui remontent au noixotien. Alors que les lacs littoraux en tant que tels remontent au pluvial tchadien. Donc, bu ci nekk ak âge. La période de naissance, c'est important. Les SEPCHA, pour les golfes,
Nouakchotienne. Quand vous allez dans la zone de Gaïna, dans la zone de Gagnon, quand vous traversez la route, même si quand vous êtes dans le bus, vous voyez qu'il y a des tas de sel à côté. Ça, c'est du sel nouakchotien. Ici, le sel, c'est du sel nouakchotien, c'est du sel fossile. C'est du sel, c'est pas comme à Palado. Dans la zone de Fatick, là, les salins de Fatick, c'est pas. Là-bas, on cultive le sel. On fait de l'irrigation pour produire le sel. Mais dans cette zone, vous avez des unités géomorphologiques qui contiennent du sel fossile et le sel précipité. Donc, arrive en surface. Et la thèse de Margaï a montré que c'est l'effet de l'embouchure, de l'ouverture de l'embouchure en 2003 à l'époque par le président Abdoulaye Wade. Vraiment, c'était une catastrophe écologique majeure. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat que sur ça. C'est une catastrophe écologique majeure. Et aujourd'hui, les gens ils récoltent plus de sel que de tomates. Maintenant, entre le sel et le tomate, pas de gars. Et puis, c'est revenu sur l'activité des femmes. Les femmes, et puis, on a essayé de mettre une étudiante sur ça, l'activité de production de sel. Mais les unités géomorphologiques qui produisent ce sel s'appellent les SEPCA et ça fait partie des unités géomorphologiques de la Nord. À part ça, il y a également ce qu'on appelle les terrasses marines. Les terrasses marines, terrassa marinas. Les terrasses marines. On verra dans le chapitre 3, on va parler des terrasses fluviatiles. Mais ici, on parle des terrasses marines. La terrasse marine de Gagnon, à 2 km de là. Parce que la mer était pas jusqu'à 2 km de là. C'est cette mer-là qui a édifié la terrasse marine de Gagnon. Alors, c'était ça. Donc, la première question, c'était d'identifier les unités géomorphologiques. Donc, quand on regarde, l'ensemble de ces unités géomorphologiques sont des formations superficielles, puisque ce sont des unités géomorphologiques d'âge quaternaire. J'ai dit que le littoral nord est quaternaire. Jusqu'à 140 mètres de profondeur, vous n'allez trouver que du quaternaire. Le tertiaire et le secondaire vont commencer à apparaître bien après. Comprenez bien? Ce n'est pas pour rien qu'on vous a dit qu'on a découvert du gaz. Du pétrole, les gens, quand ils en parlent, c'est comme si c'est une découverte que Dieu vous a. C'est le bassin sédimentaire, un géographe. Ça, c'est absurde, c'est tout à fait normal que dans le plateau continental du Sénégal, qu'on creuse et qu'on trouve du pétrole. Parce que depuis longtemps, on n'avait jamais eu les moyens de chercher. Mais ou bien de dire que notre sol est riche, c'est une aberration. Mais les sous-sols sont riches, on a les moyens de chercher, on ne va pas chercher. Faire de l'exploration, n'est-ce pas? Si on a les moyens de chercher, on va trouver des minerais. Les permis d'exploitation, on les signe avec des entreprises étrangères qui ont les capacités techniques, qui ont surtout les capacités techniques de faire de la recherche. Maintenant, quand ils retrouvent, on se partage. Il y a ce qu'on appelle les fameux contrats pétroliers qu'il faut négocier ou renégocier, je ne sais pas. J'entre pas dans les logiques de négociation ou de négociation, c'est purement compris. Et latéral, mais moi en tant que chercheur, je dis, mais si on a les moyens de chercher, on trouve des minerais. Le sol et le sous-sol est riche. Soit c'est riche de ça ou c'est riche de ça. N'est-ce pas? Le zircon. Le sable là, que vous voyez là, si tefes bi ngeen di dem di ñëw, sable bi di dem di ñëw, vous regardez, vous marchez sur le sable, vous croyez que c'est des sédiments, à part tabac. Mais c'est le zircon. Je sais au Sénégal est en train d'exploiter le zircon dans la zone de Lompoul et dans la zone de Diogo. J'ai des étudiants de Diogo qui ont dit qu'ils vont travailler sur l'impact, les impacts négatifs de ça. Alors, si on revient à notre sujet, les unités géomorphologiques sont les systèmes dunaires, les systèmes des lacs, les systèmes des SEPRA, vous avez les terrasses. Maintenant, chaque unité géomorphologique, c'est quel âge? Il ne s'agit pas de dire que c'est l'âge quaternaire. A priori, tout le monde connaît que c'est le quaternaire, mais c'est quelle partie du quaternaire? Parce que nous avons beaucoup d'âge. L'Obélien par là. L'Obélien, c'est passé au tableau là. Passé au tableau. L'Obélien, c'est quand? 22 000, 12 000 ans. L'Obélien, moins les dunes. L'Obélien est responsable de quoi? L'Obélien est responsable de quoi sur le littoral nord? Elle est responsable de la création de quoi? De quelle unité géomorphologique? Des dunes rouges? Ogolienne. Donc le terme d'une rouge ogolienne. D'une rouge ogolienne, souligné rouge, souligné ogolienne. Rouge, ngeen wax lan moo tax ñu wax rouge.
lan moo tax ici on fixé blanc lan moo tax là-bas on fixé jaune. L'appellation rouge, blanc, jaune, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la couleur du sol, à la tonalité. C'est le phénomène de rubéfaction. La dernière fois, je vous ai demandé, c'est quoi la rubéfaction? Vous avez défini en disant que c'est l'oxydation du fer. Voyez-vous? Alors, c'est important. Quand on prend maintenant les Niayes, c'est quel âge? Les Niayes, c'est quel âge? Unité géomorphologique du littoral, les Niayes, c'est quel âge? Les Niayes, c'est le pluvial tchadien. Les Niayes, c'est vrai, les Niayes, je dis les Niayes. Regarde, tchadien. Les Yuki, d'ailleurs, non, d'abord, les Yuki, on les retrouve où je continue mon raisonnement pour ne pas vous perdre. Je finis ça, ensuite je reviens. Vous avez dit que les Niayes, c'est le pluvial tchadien. Les dunes jaunes. Les dunes jaunes, fixées ou semi-fixées? C'est pas volé. C'est pas dans ce cas. C'est pas le pluvial tchadien. Lisez le cours, lisez le chapitre 2. C'est la petite phase sèche. C'est la petite phase sèche. Et retenez que le système de dunes jaunes semi-fixées est dérivé du système cogolien. C'est l'évolution de l'Ogolien qui a produit les dunes jaunes semi-fixées. Alors, on continue. Vous prenez les lacs, c'est quel âge? Les lacs, c'est quel âge? C'est le tchadien. Les sepka, c'est le massoutien. La terrasse marine, c'est le massoutien. Là. Les dunes blanches, donc si cette question est venue à l'examen, on va combien d'étudiants avec 10? Parce que vous allez prendre le cours, vous allez le mémoriser, ça sert à quoi? Mémoriser le cours là, ça sert à quoi? En L3, ça sert à quoi? Hein? C'est remplir sa tête? Allez, vérifiez, fouillez. Les dunes blanches, yes. L'actuel est ici, c'est l'actuel. Donc si on fait un classement des formations les plus anciennes aux formations les plus récentes, à l'examen ça donne quoi? Oui. Alors, mais ça, comme vous avez les dates, je vous ai dit, vous avez donné tout à l'heure les noms des émissions climatiques. Les noms. Mais après, on verra dans le cours, on va fixer les dates. Parce que le massoutien, c'est 12 000, 8 000 ans. C'est comme le privé acadien, c'est 12 000, 8 000 ans. BP. Le Gaulier, c'est 22 000, 12 000 ans. La petite phase sèche, 8 000, 6 000, 6 000 à 6 000, 800. Il faut le présent. L'actuel et le subactuel. L'actuel et le subactuel. C'est 4 000, 2 000 ans environ. Ça peut lier. Et quand on dit le plus acadien, c'est 12
8 000 ans, Logolien c'est 22 000, 12 000 ans. Le Massotien c'est 12 000. 12 000. Ouais. Alors, maintenant, quand on prend ces unités géomorphologiques, si on vous demande de faire le profil, le croquis géomorphologique, je peux vous dire, croquis géomorphologique, puisque cette année j'hésite entre le Sénégal septentrional et le bassin sylvo-pastoral. Si par exemple on prend le bassin sylvo-pastoral, on vous dit de faire le croquis géomorphologique. Ici, le croquis géomorphologique, c'est de décider pour démontrer où se trouve chaque unité dans le littoral. Vous verrez que si vous faites cet exercice-là, vous verrez qu'il y a des dunes continentales, des unités géomorphologiques, en tout cas pour le système dunaire, vous verrez qu'il y a des dunes continentales et des dunes littorales. Les dunes continentales, c'est le système pogo. Les dunes littorales, c'est le système des dunes jaunes et le système des dunes blanches. Donc, quand vous allez à l'intérieur des terres, vers Sakal, parce que les dunes rouges, on les retrouve un peu partout, même dans le bassin arachidier, ce sont ces dunes-là, c'est ce qu'on appelle les fameux soldiers. C'est ça le dune rouge, c'est le sable rouge, rivifié. Vous allez retrouver. C'est un système dunaire qui est témoin qu'on peut retrouver du Sénégal jusqu'au Soudan. Sénégal au Soudan. Voyez-vous, donc c'est des herbes, ce qu'on appelle l'herbe ouvrière. Alors, vous quittez donc l'intérieur des terres, vous allez vers le littoral, vous traversez les dunes rouges mongoliennes. Quand vous vous approchez du littoral, vous verrez par endroit un système de dunes jaunes fixées ou semi-fixées qu'on appelle les dunes jaunes. On rentre dans la catégorie des dunes littorales. Les dunes maintenant qui sont très proches de la mer, ce que les pêcheurs appellent le teques. Le sable de plage, vous voyez en front de mer, c'est ça les dunes blanches. Les dunes blanches, ou bien on les appelle également les dunes vives. Les dunes vives. V-I-V-E-S, vives. Pourquoi on appelle les dunes vives? Parce que c'est des dunes qui sont instables. Avant d'arriver à la deuxième question qui précise les types de sol, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quel est le facteur qui a donné naissance à chaque unité géomorphologique. C'est ça l'information superficielle. Il ne s'agit pas de dire que c'est alloctone, c'est autochtone, pour qu'il y ait un sol, il faut ça, où est la relation entre le sol et le climat. Non. Nous reconnaissons sur Terre, dans notre propre territoire, dans une portion de l'espace sénégalais, avec ses 6 zones écogéographiques. Si nous prenons l'exemple de la vallée du fleuve Sénégal, ça c'est le chapitre 3. La vallée du fleuve Sénégal, c'est le Sénégal septentrional. Quelles sont les unités géomorphologiques qu'on retrouve et qu'est-ce qui caractérise chaque unité géomorphologique? C'est ça la question. Oui. Au niveau du chapitre 2, j'ai plus insisté sur les épisodes morpho-climatiques avec des dates. Si vous prenez le système mongolien, quel est le facteur de la morphogénèse? Quel est le facteur qui a édifié? C'est le vent. Vous prenez les dunes jaunes, c'est toujours le vent. Le vent. Parce que les dunes jaunes, on les appelle aussi les dunes mongoliennes remaniées. Vous entendez souvent le terme remanié. Les politiques aiment dire remaniement. Remaniement du gouvernement. Remanié. On change. Donc c'est les dunes rouges mongoliennes qui ont évolué pour donner les dunes jaunes semi-fixées. C'est pourquoi on les appelle des fois aussi les dunes mongoliennes remaniées. Donc c'est toujours l'action du vent. Le vent.
Alors, les dunes blanches, qui a créé ça? Qui a amené ça? C'est le vent. C'est l'eau. Les dunes blanches, qui a amené ça? C'est le vent. L'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Quel est le facteur qui a présidé à la naissance des dunes blanches? D'abord, c'est la mer. C'est pas le vent, c'est la mer. C'est l'eau. C'est la mer qui a créé ces dunes-là. C'est souci. C'est la mer. Donc, si vous prenez, si on vous dit les dunes blanches, vous dites que c'est le vent, c'est sérieux. On vous dit le relief, vous dites que c'est la mer, c'est ça. La mer n'est pas responsable de le relief. Et dans la mer, il y a un facteur principal qui est responsable de la formation de ces dunes-là. Des plages, on appelle, c'est Les marées. c'est pas la marée. C'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure en vous disant le système global d'action marine, le système marin. C'est un ensemble de facteurs qui agissent, qui interagissent. Mais quel est le facteur responsable de la formation de l'unité géomorphologique ici? C'est ce qu'on appelle la dérive du temps. Dérive du temps. Il y a encore L1. C'est dans le cours de L1. Je te l'externe. C'est dans le cours. On a dit, dans la partie, on a parlé de dérive du temps. Quand on parlait de puits sédimentaire, la figure de la carte, l'image là qu'on a mis, on a mis puits sédimentaire là, pour parler de la zone côtière. On a dérive du temps. La dérive du temps. C'est quoi la dérive du temps? Mais on peut entrer dans les détails. La dérive du temps, il s'appelle deux. La dérive du temps. Aujourd'hui, l'enjeu principal est la problématique des communautés. Et ce qui empêche les autorités de dormir aujourd'hui, c'est là, ça se passe à ce niveau. C'est cette unité géomorphologique aujourd'hui qui est en train d'être changée par la mer. Quand on parle de l'avancée de la mer, le but du trait de côte, érosion côte, mais l'érosion côtière n'a pas encore atteint le relief. L'érosion côtière est en train d'affecter le subactère. La dernière génération de dunes qui a été créée sur le littoral, on a dit en 4000 et 2000 ans. La dernière génération, la dernière construction de la mer, l'interface entre le continent, ce faciès là constitue l'interface entre le continent et la mer. Cette dernière construction de la mer, qui date seulement de 20 siècles, est en train aujourd'hui de subir une disparition progressive. Tout simplement parce que il y a le phénomène qu'on appelle l'érosion côtière. Je vais venir sur l'autre question qui porte sur les types de sol. Mais vous voyez les formations superficielles quand on essaie de les localiser, quand on essaie de comprendre leur contexte de naissance, quand on essaie de comprendre leurs différences du point de vue de leur âge, quand on essaie de comprendre leur utilité socio-économique, on comprend parfaitement la relation entre la géomorphologie et l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, restons sur cette problématique où on dit que oui, l'érosion côtière, l'avancée de la mer, la submersion marine, il y a énormément d'amalgames au fond, certains scientifiques, surtout les journalistes. Ils viennent à Bargny, il y a un phénomène. Il y a une nuit ou 2 nuits, la mer était très agitée. Nous avons des coups de tempête qui viennent frapper la côte. Et ça se traduit par une disparition de 20, 30, 40 maisons. Ça se passe pratiquement sur beaucoup de villes du Sénégal aujourd'hui. Bargny en est un exemple à Dakar. Rufisque avec Tchaoulène, le cimetière. Rufisque Bata. Vous allez à Mabdialao. Pratiquement à Sali. La station balnéaire de Sali avait complètement disparu. Avec des hôtels à terre. L'économie touristique était à terre. Le tourisme au Sénégal était à terre. L'État du Sénégal a dû emprunter plus de 20 milliards à la Banque mondiale pour réparer les plages. Et ça, c'est une problématique aujourd'hui. La problématique de l'actualité scientifique, c'est sur cette unité géomorphologique que ça se passe.
Le gouvernement de Diomaye, dès qu'il est arrivé, il a dit nouvelle approche ou nouvelle méthode de gestion de l'érosion côtière, de lutte contre l'érosion côtière, etc. Alors, donc le débat scientifique, en tout cas pour nous, praticiens du domaine, les amalgames que les scientifiques font, c'est de dire l'érosion côtière là où la submersion marine prend le dessus. Quand tu viens sur Gendar, ce n'est pas l'érosion côtière, c'est la submersion marine. Alors, le système global d'action éolien marin, ici, c'est de dire, nous sommes d'abord des côtes basses. Nous sommes des côtes topographiquement basses. Quand vous prenez l'élévation du niveau de la mer, d'ici 2100, c'est combien? La hauteur, l'épaisseur, la hauteur de la mer va augmenter dans l'ordre du centimètre. D'ici 2100. Mais quand vous comparez cette augmentation relative du niveau de la mer par rapport à la côte à laquelle nous on se trouve en tant que pays, un Sénégal, un pays plat, nous sommes donc une zone basse. Donc nous sommes une zone vulnérable. Parce qu'au Sénégal, on peine à réagir face à ce qu'on appelle l'érosion côtière. Et nous, l'érosion côtière, c'est un phénomène élémentaire. 1 mètre de recul par an. Les gens de Djogé, de Kafountine sont en train de crier depuis quand? Les gens de Gendar et les pêcheurs de Gendar ont crié depuis quand pour dire Bulbi, Mougnuré. Il a fallu combien d'années pour que les pouvoirs publics réagissent? Pour aménager, pour déloger, pour investir. Il a fallu qu'on découvre le pétrole et le gaz à Saint-Louis. Donc le président Emmanuel Macron se déplace uniquement pour l'érosion côtière. À Sali, c'est parce que c'est l'économie, le poumon économique touristique qui était à terre. L'État du Sénégal était obligé d'emprunter de l'argent. Et c'est Macky Sall qui a fait la réception de ces ouvrages-là. C'est pour vous dire que c'est des questions qui sont plus sérieuses, au plus haut sommet de l'État. Quand l'enjeu est là, quand le site est économiquement mais si seulement c'est les maisons qui tombent, vous voyez la vitesse avec laquelle les décisions arrivent. Donc, nous sommes des côtes basses d'abord. Mais notre position de vulnérabilité se traduit également par notre incapacité technique et financière face à des aléas qui sont difficilement maîtrisables. Au moment où le Japon se bat contre un phénomène naturel qu'on appelle des tsunamis. Nous, on a des problèmes pour réagir face à des problèmes où on te dit que la côte est recule de 1 mètre par an. Si c'est 1 mètre par an, il faut combien d'années pour qu'une maison de 150 mètres carrés disparaisse? Et depuis 1950, ce phénomène a commencé à se manifester. Dans les 10 dernières années, c'est devenu un problème préoccupant, mais nos États ne sont pas équipés pour faire face. Donc j'ai dit, si vous prenez les îles Canaries, c'est des îles volcaniques. Donc eux, ils sont à un niveau topographique. L'augmentation du niveau de la mer, nous l'avons là. Nous l'avons là. La côte est rocheuse. Mais ici, nos côtes sont sableuses. Le sable, qui est un sédiment superficiel, c'est un sédiment meuble. Ça fait partie des caractéristiques des formations superficielles. Donc, c'est plus susceptible à l'érosion. Si on vous dit le système, c'est ça le système. Les premiers facteurs d'abord, c'est des facteurs de vulnérabilité. Il faut que notre position, notre caractéristique fait que nous on est vulnérables. Quand on te dit que tu es vulnérable à telle maladie, c'est parce que dans ton corps, ou ton comportement intrinsèque, tes caractéristiques de tes anticorps, etc., tes capacités physiques font que toi tu es plus vulnérable, par exemple au coronavirus, que l'autre. Quand le coronavirus est arrivé, on a dit c'est les gens qui présentent des maladies infectieuses respiratoires, qui sont plus exposés, c'est eux qui vont disparaître, c'est plus les personnes âgées. À un moment donné, on a maintenant même les jeunes, on voit que les jeunes meurent, etc. Donc c'est la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité de nos côtes d'abord. Alors, la deuxième question portait sur le type de sol. Prenez chacune des géomorphologiques en français, vous comprenez? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, ça s'appelle le résumé du chapitre 2 et du chapitre 3. Vous verrez qu'après, tout ce que je vais dire après, ça sera
de détailler peut-être avec les slides, mais ce que je dis, c'est le résumé des chapitres 2 à chapitre. Après maintenant, quand je vais présenter, je vais plus aller en détail sur les utilités par unité, puisqu'au niveau du chapitre 3, j'ai pris unité par unité. Le fil de taille, le système de levée, les terrasses fluviatiques, les terrasses marines, les sepras. Vous verrez qu'on a parlé aussi des systèmes de dunes, les vasières, la zone de Macron, les vasières hautes, les vasières basses, etc. Les paléolithes. Ouais, donc les unités géomorphologiques, les cuvettes de décantation, les pluvio-deltaïques, les systèmes de levée, les brûlés de verre, etc. C'est l'ensemble des unités géomorphologiques qu'on retrouve dans le Sénégal septentrional. Et l'idée, c'est d'être capable de dire chaque unité ligne. Ok. Alors, par rapport à ces passés, j'ai dit le nord de Saint-Louis à Dakar. Dans le chapitre 3, on a dit, c'est la vallée. Et le delta. La vallée et le delta. Donc, vous allez de Bakel jusqu'à Saint-Louis. Comprenez? Donc, c'était en train de visiter, je vais vous amener dans le bassin silvopastoral, où on va voir les huiles, les bourreaux, etc. Mais on va rester dans la zone du maillot, qu'on appelle dans la vallée du Sénégal, dans le dernier maillot. On va rester dans le dernier maillot. Alors, quel type de sol par rapport à ces situations morphologiques? Oui? Oui? Les dunes rouges? On verra ça en détail, donc c'est dans le cours, parce que c'est le sol tu vois, oui? Oui, les autres, tu vois. Regardez bien, pourquoi c'est cool? Et les pluies jaunes, c'est un sol minéral brut d'apport éolien. Minéral brut d'apport éolien. Vous prenez les Niayes. Les Niayes, c'est un sol organique hydromorphe. Organique hydromorphe. Pour nga en matière organique. On a un sol. On a un sol. Mais c'est ça. Alors, vous prenez les Niayes également. Bon, c'est semi-organique, mais ce n'est pas totalement hydromorphe. Mais les Niayes sont les vrais sols dans cette zone-là. Vous prenez les dunes blanches, c'est un sol. C'est un sol allomorphe, oui, salé. Allomorphe parce qu'il y a l'effet de la mer. Mais c'est un sol minéral brut. C'est un sol minéral brut d'apport marin. D'apport marin. Là-bas c'est un sol d'apport éolien, pour les deux. Vous prenez les septas. C'est des sols sulfatés acides calcio-magnésiens. Calcol-tchèque. C'est les sols sulfatés acides d'apport magnésien. Ça, c'est les septas. C'est les salés, hein? C'est les sols salés. Magnésien. Sulfaté. C'est les sols sulfatés acides d'apport magnésien. Et vous prenez les kilas, vous prenez les lacs littoraux, c'est des sols aussi sulfatés acides. C'est des sols sulfatés acides à efflorescence saline. Sulfatés acides à efflorescence saline. À efflorescence saline, parce que c'est des systèmes fossiles. Donc le sel a tendance à monter par thermocapillarité avec l'effet de la température. Oui? Les sols? Beige. C'est le système de transition entre le grenier et les dunes jaunes de manier. Mais les sols beiges aussi, on peut les retrouver dans les Niayes. Dans les Niayes, parce que là, tu as un profil philologique. Un vrai profil philologique dans les Niayes. Ce qu'on appelle les troupes. Les troupes. Troupes. On a étudié ça en première année, les troupes. C'est une race alimentaire. Carbonifère.
Et je vous disais de faire la différence entre les roches carbonées et les roches carbonatées. Carbonatées, c'est le calcaire. Carbonate de calcium. Alors que les roches carbonées, c'est les roches fossiles. Les roches fossiles, les roches hydrocarbures. La tourbe. On retrouve des tourbes dans la zone de Potou. Mais on retrouve également beaucoup de tourbes au niveau du littoral. On retrouve beaucoup de tourbes dans la zone de Taïba Moro. On appelle la tourbière. La tourbière. 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 Comme vasière. C'est une tourbière. Quand on dit une tourbière, c'est comme une vasière, ça fait que c'est une notion caractéristique de tourbe qu'on retrouve à un endroit donné. Au Sénégal, on le retrouve dans la zone de Taïba Moro. Donc, vous avez beaucoup de documents. Ces tourbes ont été beaucoup étudiées par Lésine, Anne-Marie Lésine. Dans le diagramme polyclinique, elle appelle le diagramme polyclinique des tourbes de Taïba Moro. Les ICS, la ligne espoir, c'est pas un phosphate. C'est la géomorphologie. Calcaire, c'est la géomorphologie. C'est ça? Les phosphates. Les phosphates de Nelori. Le ministre de l'Énergie qui a été relevé la première mission cette année à Ourossogui, à Nelori, pour parler du phosphate de Mata. Donc, si on vous dit l'origine du phosphate c'est alimentaire. Alors, la dernière question, c'était quoi? Le système. Le système global d'action éolienne. Dans le littoral, le système global d'action éolienne. Quand on dit le système global d'action éolienne, il faut schématiser. Il faut le schéma. Avec la carte. Non, j'ai dit, il faut schématiser. Quand on dit le système global d'action éolienne, cela veut dire que vous devez être capable de dessiner, de prendre les unités géomorphologiques dont le fonctionnement et l'évolution résultent du vent. Parce qu'on a dit système global d'action éolienne. Les unités géomorphologiques dont la naissance et la dynamique actuelle résultent spécifiquement de l'action du vent. Ce qu'on appelle éolien. Le paramètre anémométrique. Le paramètre anémométrique. Système global d'action éolienne. Et lesquels? Donc vous allez décider. Vous allez mettre des rectangles. Vous allez mettre. Quelles sont les unités que vous allez mettre dedans? D'abord, quelles sont les unités que vous allez choisir? Je souhaiterais avoir des éclaircissements concernant le concept de hydrobase. C'est ça, hydrobase. Allez, à votre avis. Ou bien j'ai mal lu, hydrobase. J'ai mal lu. Ou bien j'ai mal compris, ou bien tu as mal écrit ta question, parce que je ne comprends pas l'intérêt d'expliquer hydrobase. C'est comme si on me dit d'expliquer ici la moyenne. Donc, la moyenne. En fait, les concepts qu'on ressent chez moi, quand ça m'interpelle dans ma discipline, quand on parle de wiki, c'est sérieux. Quand on parle de Niaï, mais c'est sérieux. Quand on parle de Dior et sol Dior, c'est les concepts. Le sol deck. Dans la nomenclature du paysan de couleur, il y a un de mes collègues qui est recruté au département de lettres modernes qui travaille il fait un livre sur les sites historiques et préhistoriques de la vallée du fleuve Sénégal. Et il souhaiterait comprendre ce qu'on entend par fondé. Fondé. Quand on écrit, les gens qui ne sont pas poularophones vont lire fondé. Mais nous, on va lire fondé. C'est quoi les fondés? Dans ce cas, le mot là, le concept là, parce que je sais que dans ma géomorphologie, dans le Sénégal septentrional, dans le chapitre 3 de notre cours, pour étudier les unités géomorphologiques du domaine alluvial,
du domaine fluviatile, du domaine alluvial, on va parler des unités géomorphologiques en utilisant la terminologie du paysan toucouleur. Quand il parle de Hollalde, quand il parle de Falo, quand il parle de Fondé, quand il parle de Djedjongol, quand il parle de Walo, quand il parle de Djeri, ça c'est des concepts qui nous parlent. Mais quand on dit hydrobase avec hydrobase, pourquoi on l'appelle hydrobase? Je ne sais pas. Ce n'est pas une curiosité scientifique pour nous. Je pense que la thèse la plus récente sur cette zone, la thèse de Dr Mar n'a pas défini hydrobase, n'a pas parlé de ça et on ne l'a pas reproché cela en soutenance. Donc, je ne comprends pas c'est quoi ta question. Peut-être après, si tu as honte de dire devant tes camarades, tu peux venir me poser la question à la fin de l'heure ici, pour que je comprenne ce que tu veux dire. Alors, Ingala, quelle est la différence entre l'érosion côtière et submersion marine? Lui, c'est un vrai Sénégalais. Un vrai Sénégalais. Moi, je pose ma question, il recopie ma question, il me la repose comme si c'est lui qui avait posé la question. J'ai posé la question tout de suite en disant qu'il y a des gens qui ont des amalgames entre érosion côtière et submersion marine. Submersion marine. Submersion marine, c'est quand l'eau de la mer gagne du terrain sur la terre. Je pense que cette question aussi a été posée par Gilgal Faye lors de ta soutenance. C'est quand la mer remonte le continent et gagne. Autrement dit, la surface de la terre recouverte par l'eau de mer augmente. Ça c'est carrément quand la mer, avec la houle, remplit les conditions pour que les vagues aillent au-delà de leurs limites habituelles. Submersion marine. Généralement, les côtes basses, comme nos côtes, ont subi plus de submersion marine que d'érosion côtière. L'érosion côtière, c'est quand il y a un déficit sédimentaire. C'est-à-dire, la mer transporte les sédiments au large. Et quand tu fais tes mesures avec les appareils qu'on utilise dans nos spécialités, on voit qu'il y a un déficit sédimentaire. Autrement dit, ici, le bilan sédimentaire à l'échelle de l'année est négatif. Comment on fait? On prend ce qu'on appelle des profils de référence. Vous l'avez depuis 2019 dans la zone transfrontalière. On prend des profils de référence avec des appareils topo. Et chaque 2 mois, on repasse sur les mêmes profils de référence. On superpose les profils et on compare les épaisseurs parce que les appareils qu'on utilise nous permettent d'avoir une variation de l'ordre du millimètre, ce qu'on appelle les GPS différenciés. Du millimètre. On compare entre le mois de novembre et le mois de janvier, par exemple. On compare, on voit que entre temps il y a eu une érosion. On revient 2 mois après, on voit qu'il y a une sédimentation. Donc il y a une alternance d'érosion et de sédimentation. Ça, c'est pas la science. C'est comme si on dit, c'est une évidence. Vous voyez, l'érosion, souvent vous avez sédimentation, c'est évident. Mais si c'est le climatologue qui va te dire, si je regarde sur les 30 ans, est-ce que le climat a tendance à devenir plus chaud? L'inverse. Nous aussi, on dit ici, on fait une année. Mais on fait la moyenne de tout ça. Est-ce que le secteur est en érosion ou en sédimentation? Non, moins érosion. Submersion, c'est un phénomène épisodique. Des doutes. Souvent, météo annonce, il y a des boules, etc. Quand vous regardez les communautés qui sont près de la boule, elle frappe parce que la vague, elle est très agitée. Elle frappe, l'eau entre dans les maisons et se retire. Demain, il y a un temps. D'abord, j'enseigne ce cours-là en master 1 de géomorphologie, ce qu'on appelle les risques naturels, les risques morphogéniques. On dit c'est quoi les risques en géographie physique, en géographie de façon générale, c'est quoi les risques? Les risques se déclenchent, ça se déclenche déjà de façon aléatoire. Et l'intensité donc est forte parce qu'elle entre tout de suite et ça sort. Demain à 8 h, on voit que la mer a retrouvé son... C'est calmé quoi. La mer a retrouvé son lit, la mer est calme, docile, etc. Tranquille, on peut même se baigner, ça reste. Alors que hier, à minuit, il y a une forte houle qui a frappé et qui a fait terrasser 30 ou 40 maisons. L'eau, c'est submersion marine.
différent de l'érosion côtière. Donc les journalistes ils viennent te dire phénomène érosion côtière, on mélange l'érosion côtière, submersion marine, changement climatique. Changement climatique, oui, c'est la submersion marine. La submersion marine, c'est les changements climatiques. L'érosion côtière, ce n'est pas que les changements climatiques. Les changements climatiques sont un des facteurs. Et ce facteur-là, il est plus indirect. Quand vous prenez une zone donnée, ce n'est pas les changements climatiques qui expliquent tout de suite ce qu'on constate à Djonké, dans les îles Karaba, à Nikin, à Djembélé. C'est pas ça, à Cabrousse. Ça, c'est la thèse du docteur Mourichon. Alors, donc c'est ce que je disais. Si je continue mon raisonnement, je disais que c'est cette unité géomorphologique qu'on appelle les dunes vives littorales aujourd'hui qui font débat. Aujourd'hui, toute la problématique se concentre sur ça. Et les gens continuent à réfléchir. C'est quoi ça? Si ça c'était de l'argent, ça allait être riche. Hein? Pour le bien. Pourquoi dans les vasières on a des sols pour évoluer? Lui, il a dit quoi? Vasière d'abord, moi là. Vasière. Est-ce que dans le littoral nord on a des vasières? J'ai oublié quelque chose. Hein? Merci pour la question. Moi, je suis en train de traiter mon littoral nord. Lui me parle de vasières. Depuis ce matin, j'ai parlé de vasières, mais quand on dénombrait les unités géomorphologiques, est-ce qu'on a parlé de vasières? Est-ce qu'il y a des vasières dans le littoral nord? Sortez la partie du cours, on a parlé de vasières, vous lisez. Et vous allez répondre. Avant de dire non, lisez. Chapitre 3. C'est vers la fin. Les shores, les tannes, les vasières. On a parlé des tannes, des shores. Hein? Vasière. Allez lire les définitions vasières, mais on fait ça. Vasière municipale, non. En tout cas, je vous ai dit, j'ai fait la même séance, comme j'avais fait à l'introduction. J'ai fait cette séance, j'ai expliqué le chapitre 2 et le chapitre 3. En gros, c'est pas ça. C'est les grands axes. Vous allez comprendre tout vie. Ce que je vais dire après, c'est ce qu'on appelle explicite. En prendre unité par unité. Mais ça s'appelle pas un cours, ça s'appelle le cours expliqué. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous avez ça en classe de seconde, vous allez expliquer. Vasière. Vasière. Lisez la partie vasière. Oui? Calme. Les vasières? D'abord, les vasières font partie du littoral. Bravo. Hein? Ça fait partie du littoral. Hein? Tu sais pas. Tu sais pas. Sérieusement, tu sais pas. Quand quelqu'un me dit qu'il ne sait pas, il faut l'accepter. On a dit que le cours porte sur le Sénégal septentrional. On a mis que les unités qui sont dans le Sénégal septentrional. Et on sait que la zone de Saint-Louis du Sénégal fait partie du Sénégal septentrional qui partie de la zone. En accueil, les unités géographiques qui sont dans le sens, c'est à partir de la zone. C'est une question d'intelligence. Tu viens ici. Pour tout. Il faut voir sa géographie. Non, géographie, c'est trop loin. Il faut juste voir la France. Quelqu'un qui sait écrire des livres. C'est ça. Vasière. Les vasières ont tout court. Mort. D'abord, vasière en bas. Quels sont les éléments caractéristiques d'une vasière? C'est-à-dire, on est Saloum, on est habitant des îles du Saloum.
Jifeer, Palmarin, Diakhano, Niodior, Dionewar, Djirnda, Bassou. Mais quand on parle de vasières, quel est le paysage typique de ces insulaires, de ces îles? Le paysage typique de ces îles-là, c'est quoi? La mangrove. Mangrove. C'est les palétuviers. On appelle les palétuviers. Légui, est-ce que Mboro, Lompoul, Diogo, allons jusqu'à Baya, Kayar, est-ce qu'il y a un mangrove? Est-ce qu'il y a un mangrove? Est-ce qu'il y a un mangrove? Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi il y a des mangroves ici et pas là-bas? Je peux poser cette question à l'examen. Pourquoi il y a des mangroves ici et pas là-bas? Yes. C'est le type de sédiment. Parce que si vous avez fait la remarque, les mangroves, on les retrouve dans les zones d'estuaire. On appelle un estuaire. C'est une partie, une portion de l'écosystème où vous avez une interaction entre un fleuve et la mer. Ça, c'est des eaux saumâtres. Mangrove, mënul dund ci géej Mboro wala Kayar parce que le taux de salinité de la mer ne permet pas à ces espèces de vivre. C'est des espèces d'eau saumâtre. Quand vous allez en Casamance, dans les bords, en Casamance, c'est mangrove. Les mangroves, on les retrouve dans les zones d'estuaire. Et un estuaire, c'est quoi? Un estuaire, c'est une partie du continent qui est remontée par la marée et qui est sous l'influence des actions fluvio-marines. Qui est sous l'influence des actions fluvio-marines. C'est l'interaction entre les eaux de mer et les eaux d'un fleuve. Le Saloum, c'est pas un fleuve. Le Saloum. Le Saloum. C'est un estuaire. Parce que c'est une partie du continent, vous avez l'interaction des autres fleuves. Mais on vous dit, attention, le Saloum, c'est un estuaire inverse. C'est presque pas un fleuve, mais c'est un bras de mer. Mais qui subit des actions fluviatiles, puisqu'il y a des affluents qui se connectent au Saloum et qui sont issus du fonctionnement des bassins versants qui sont adjacents. Ça, le Saloum. L'estuaire du Saloum. L'estuaire de la Casamance. Dans l'estuaire du Saloum, vous avez ce qu'on appelle la réserve biosphère transfrontalière du delta du Saloum. Les yohos. Les produits transformés par les femmes, mais c'est dans les... Mais quand on vous dit que les îles du Saloum sont paradisiaques, les gens aiment, qui ont l'argent, ils aiment aller en vacances là-bas, c'est parce que c'est un paysage qui est pittoresque. Et le trait caractéristique fondamental de ces paysages, c'est la mangrove et les bolons. Il y a l'estuaire du Sénégal. Pour parler de notre sujet, l'estuaire du Sénégal. C'est dans le bas delta. C'est l'embouchure du fleuve Sénégal qui fait remonter les eaux de l'océan Atlantique sur le chenal du fleuve Sénégal qui a tendance à se ramifier. Attendez-vous, le prochain cours a une question qui va concerner quelle est la différence entre un estuaire et un delta. Moi, mes questions, c'est toujours quelle est la différence? Quelle est la réalité? Moi, je vais te demander quelle est la différence avec une question de Hamza. Il faut analyser. Parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des dissertations. Et on ne peut pas vérifier vos capacités d'analyse. C'est pourquoi on ne donne pas des questions de cours. Les questions sont formulées sous forme de questions d'analyse. Si c'est oui ou non, ou bien la réponse est à quoi? L'estuaire. Maintenant, sa question c'est, spécifiquement, pourquoi au niveau des estuaires, nous n'avons pas des sols évolués? Pourquoi au niveau des estuaires, nous n'avons pas des sols évolués?
Quels sont les sols qu'on retrouve dans les estuaires? J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'un type de sol tout à l'heure en parlant des sols sulfatés acides d'apport magnésien. Dans les estuaires, le sol est salé. Dans l'estuaire, attention, on retrouve également de la matière organique. Parce que c'est les apports du fleuve. Le fleuve transporte ce qu'on appelle des alluvions. En licence 1 de géographie, dans les caractéristiques des roches sédimentaires d'origine détritique, on a parlé des dépôts meubles, n'est-ce pas? Et dans les dépôts meubles, on a parlé d'alluvions, d'éluvions et de colluvions. Le fleuve transporte des alluvions qui sont des particules très fines, des particules colloïdales, des particules très fines. C'est même de la vase. Parce que dans vasière, il y a un mot qui définit le sol. Vasière, c'est vase. Unité géomorphologique à base de vase. On dit une vasière. C'est comme quand on dit tourbière. Tourbe étant la matière, le matériel. La tourbière étant la formation géomorphologique. Donc, dans le sédiment caractéristique de la vasière s'appelle la vase. Le sol typique de la vasière s'appelle la vase. La vase n'est rien d'autre qu'une association de matières fines, de granulométrie très fine, maintenant mélangée à du sel. Donc c'est un profil sulfaté acide. Mais ce n'est pas un profil évolué. Pour ça, le sens de sa question, parce que de toute façon on allait y venir en disant vasière vase. Mais ce n'est pas ça, le sens de sa question, c'est pourquoi ce n'est pas un profil évolué comme les liens. Pourquoi par exemple dans les vasières, on ne cultive pas de la tomate? Pourquoi dans les vasières, quels sont les types d'espèces? Quelles sont les variétés que vous retrouvez? La mangrove, il y a 2 variétés de mangrove. Lesquelles? Les rhizophora. Les rhizophora racemosa. Les Avicennia africana. Rhizophora racemosa. Alors, ce sont ces 2 variétés qu'on a généralement au Sénégal. Ce sont des variétés à racines. Ce sont des racines échaches. Quand vous regardez, ça fait comme ça. Regardez un peu les racines des mangroves. Donc, c'est un système échache, qu'on appelle un système échache, à racines pneumatophores. Cela veut dire que c'est des espèces qui sont capables de filtrer le sel. Donc, c'est des espèces halophytes. Halophyte veut dire des espèces adaptées au milieu sain. Contrairement aux espèces hydrophytes. Hydrophyte veut dire adaptées aux zones humides. Donc, qu'est-ce que c'est? Eau douce. Dès que vous le mettez dans un milieu salé, ces espèces vont mourir. Donc, chaque espèce est adaptée à un type de milieu. Je pense qu'on en avait parlé tout à fait au début du cours. Alors, donc, la mangrove a une capacité de s'adapter par rapport au niveau de salinité. Donc, dès que le milieu en question présente un niveau de salinité supérieur à la norme exigée par la plante a tendance à absorber et à exfiltrer ce qu'on appelle pneumatophore. Donc, ça rejette les extraits. Donc, c'est des espèces qui sont adaptées au milieu sauvage. Mais c'est également des espèces qui sont capables, avec les apports du fleuve, donc, de développer, de faire ce qu'on appelle une décomposition biochimique. Donc, la vase, le profil, il ne peut pas être évolué dans tous les cas, puisque ici, la matière organique n'a pas le temps de se former correctement à cause du sel. C'est pourquoi on dit que c'est un profil sulfaté acide. C'est acide. Donc, on ne peut pas cultiver dans un sol acide, on ne peut pas faire de la tomate, etc. Parce que non seulement l'eau n'est pas douce, l'eau est saumâtre. Voyez-vous. Donc, le type de sol,
ça ne présente pas un profil évolué. Quand vous creusez au niveau d'une vasière, vous allez voir que au début, tout à fait au début, ça dépend maintenant des milieux. Mais si on prend l'exemple de notre zone d'étude, quand vous creusez, au début, vous allez trouver du sable. Ça c'est, quand on prend par exemple le segment de Buntundur, on a mis dans le cours le segment de Buntundur, le profil de Buntundur c'est un village qui est juste le projet de construction de l'hôpital de Saint-Denis, derrière juste, il y a un ancien hôtel, j'ai oublié le nom, le village de Kerbarka et de Buntundur se trouve juste derrière. Oui, mais c'est à l'entrée de Saint-Denis. Quand vous êtes sur la route nationale, hein, voyez-vous. Alors, là, il y a un cordon. Quand vous faites le profil géomorphologique d'une vasière, si c'est une vasière typique, vous avez le cordon et vous avez ce qu'on appelle la vasière. Et la vasière est divisée en deux entités, la vasière haute et la vasière basse. La vasière haute et la vasière basse. Voyez. Donc la vasière basse, elle est tout le temps dans l'eau. La vasière haute, c'est elle qui subit l'influence de la marée. Une vasière, c'est comme guide. Donc vous dites, alors le cordon, c'est le système de dunes jaunes semi-fixées que vous avez à côté. Donc quand vous creusez en surface, vous avez du sable, plus de sable. Vous creusez un peu, vous verrez que la couleur va devenir de plus en plus noirâtre, grise, la couleur elle est grise. Vous creusez en profondeur, vous verrez que ça va devenir noir. Vous allez vers le poto-poto. Voyez-vous, donc c'est ça la vasière. Donc caractéristique des vasières, mais vasière ne peut pas être donc un sol typique évolué avec. C'est pas comme la Niaï, parce que la Niaï, c'est un sol hydromorphe, on dit hydromorphe. Hydromorphe veut dire ça contient de l'eau. Donc on peut attaquer après encore il y a eu de l'eau. Et on disait dans le cours que la présence de l'eau, c'est un des facteurs de la vélo. C'est une genèse, parce qu'il faut qu'il y ait des conditions de stabilité. Donc si on compare le profil d'une vasière et le profil des Niaïs, c'est carrément différent. Donc les Niaïs, c'est un profil hydromorphe organique. Alors quand vous allez là-bas, vous avez un sol, vous avez un sol sableux, argileux, acidifié, acide. Oui, et puis c'est allomorphe parce que c'est ça. Comprenez? Donc la matière organique n'a pas tendance à se former pour nourrir des plantes, autres que les mangroves. Et les mangroves sont des espèces qui sont carrément adaptées à la salinité. Dès que vous les amenez dans un milieu, vous les amenez dans un fleuve, la mangrove disparaît. Quand vous prenez l'exemple du fleuve Sénégal, il y a une espèce que vous retrouvez sur le plan d'eau, sur les plans d'eau douce qu'on appelle le tifa. Tifa, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les Walo, les parents qui sont dans la zone de l'Afrique, s'appellent le braque, c'est pas le braque. Mais chez nous, dans la nomenclature des fleurs, on l'appelle le boukouni. Donc c'est des espèces hydrophiles qui poussent dans le chenal d'eau, dans le chenal avec de l'eau douce. Ces espèces que vous amenez dans l'océan, ça ne peut pas vivre. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Bon, prochainement, on va aborder rapidement le chapitre 2. Je pense qu'on court suffit pour le chapitre 2. On court va suffire pour le chapitre 2. Et le chapitre 3, après, peut-être on va faire 2 ou 3 cours. Ok. Comment vous dire? Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga.